La Confédération des États du Sahel. Ils sont réunis à Bamako pour valider et harmoniser les documents de voyage et d'identité. Les conclusions de la rencontre de Bamako seront soumises au chef d'État de l'AES. Le général de division Abdoulaye Maïga s'installe à la primature. Au lendemain de sa nomination, le nouveau Premier ministre a pris fonction ce matin après une cérémonie de passation de service avec le sortant Shogel Kokala Maïga, un moment empreint de respect et de cordialité. Dans cette édition, nous irons à Niamey où les directeurs des autorités de régulation des pays membres de l'AES signent un mémorandum d'entente sur le free roaming. Cela va offrir aux populations l'espace des services inclusifs en matière de communication sans surtaxe. Le démarrage est prévu pour bientôt. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voyons d'abord le carnet d'audience du chef de l'État. Le président en exercice de la Confédération des États du Sahel a reçu ce matin les ministres en charge de la sécurité de l'AES. Le général d'armée Assimi Goïta s'est entretenu aussi avec le commissaire en charge du marché régional de la coopération de l'UEMOA, accompagné d'une forte délégation. Au cours de ces audiences, il a surtout été question de la libre circulation des personnes et de leurs biens dans les espaces AES et UEMOA. Tamsir Diabaté, Djerimakan Diabaté pour le reportage. Si la vision des chefs d'État de la Confédération est d'aller vite maintenant pour faire de l'Alliance des États du Sahel un outil d'intégrateur et de développement, elle se concrétise davantage avec la validation par les ministres en charge de la sécurité de l'AES, les documents de voyage et d'identité. Une validation approuvée par le président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. Au cours de cette audience, le président Goïta a insisté sur la libre circulation des peuples de l'AES et de leurs biens dans l'espace. Après la validation de ce document, il faut le rendre physique. Il faut que ce document puisse être à la disposition de la population. Nous avons fait le constat, c'est 3 pays qui sont ensemble. Nous sommes convenus que le passeport qui est à disposition au niveau de Burkina serait le passeport idéal pour nos pays. La carte d'identité nationale ici au niveau du Mali serait la carte idéale pour notre espace. Donc c'est tout à fait normal. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, à partir de cet instant, il serait beaucoup plus facile maintenant pour nous d'essayer de nous accommoder. Le travail qui a été fait est assorti d'un plan d'action. Un plan d'action qui sera fait d'ici donc 2025. En 2025, si tout va bien, normalement, vous allez avoir les nouveaux documents un peu partout dans l'espace AES et cela va être une réalité. Nous l'avons reçu directement du président ce matin qui nous a dit, bon, la prochaine étape, c'est de rendre effectivement très rapidement, rendre disponibles ces documents au bénéfice de la population de l'espace AES. Justement, de la libre circulation des personnes et leurs biens dans l'espace de l'AES, c'est aussi celle dans l'Union économique monétaire ouest africaine UEMOA, à travers les administrations douanières, celles dont les agents sont réunis à Bamako pour faire face aux frontières dites fragiles. Le chef de l'État était satisfait que l'activité se tienne de façon régulière et est très intéressé à ce que les administrations douanières, évidemment particulièrement celle du Mali, continuent de bien fonctionner sur tous les plans. Le plan, bien sûr, fourniture de recettes à l'État, mais aussi travailler en matière de sécurité, parce que la douane est à toutes les frontières et peut aider à ce que les victoires déjà engrangées soient multipliées. Le commissaire en charge du marché de l'UEMOA, accompagné d'une forte délégation, était venu exprimer toute la satisfaction de l'UEMOA et du leadership de l'administration des douanes maliennes à travers son directeur général Amadou Kodaté, mais également pour la bonne organisation de ce 12e forum des agents des douanes des pays membres de l'UEMOA. Oui, vous venez de le suivre, Bamako, qui abrite donc une rencontre des ministres en charge de la sécurité de la Confédération des États du Sahel. Ils harmonisent et valident les documents de voyage et d'identité. Le but, favoriser
la mobilité des citoyens dans une dynamique d'intégration plus poussée. Les conclusions de la réunion de Bamako seront soumises au chef d'État de l'AES. Le point avec Aridjo Matina et Idrissa Traoré. Retrouvailles à Bamako des ministres en charge de la sécurité des 3 pays membres de la Confédération des États du Sahel pour la validation des spécifications techniques harmonisées des documents de voyage et d'identité dans l'espace AES. Cette réunion ministérielle, précédée de la rencontre des experts tenue le 2 et 3 octobre dernier, constitue ainsi une étape importante pour la mise en œuvre de la vision éclairée des plus hautes autorités de l'espace AES qui décident de mettre en circulation un nouveau passeport biométrique, un document de voyage et d'identité fiable et sécurisé. La rencontre qui nous réunit s'inscrit dans le prolongement de la vision des plus hautes autorités de nos 3 pays. Dans le cadre de l'opérationnalisation de cette vision, le président en exercice de la Confédération des États du Sahel, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a annoncé la mise en circulation des nouveaux passeports biométriques de l'AES lors de son discours du 15 septembre 2024, commémorant le premier anniversaire de notre Confédération. Au regard de l'urgence de mettre en circulation des documents de voyage et d'identité de qualité irréprochable, d'une part, de la nécessité de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde, d'autre part, la rencontre ministérielle que j'ai l'insigne honneur de présider aura la lourde tâche de valider les spécifications techniques communes des documents de voyage et d'identité de la Confédération des États du Sahel. Lors de cette rencontre, les ministres ont entendu la présentation du rapport des experts et ont procédé à l'examen des spécifications techniques harmonisées des documents. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué final. Les ministres ont accueilli favorablement les recommandations formulées par leurs experts. En conclusion, les ministres ont rappelé la nécessité de poser des actes concrets allant dans le sens de faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES. En marge de la rencontre, les 3 ministres ont échangé sur le contexte géopolitique et examiné la situation sécuritaire dans l'espace AES. À ce titre, ils ont salué les succès significatifs engendrés par les forces de sécurité des 3 pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les trafics en tout genre. Ils ont saisi également cette occasion pour rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées par le fait du terrorisme. À l'issue des travaux, les ministres ont adressé leurs remerciements au président en exercice de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, pour l'hospitalité légendaire et l'accueil chaleureux dont ils ont bénéficié durant leur séjour. Les 3 ministres ont ainsi adopté et procédé à la signature des spécifications techniques communes des documents de voyage et d'identité de la Confédération des États du Sahel. Reste maintenant à soumettre le document à l'approbation des chefs d'État. L'actualité au Mali, c'est aussi la passation de service ce matin à la primature. 2 temps forts. D'abord, un tête-à-tête entre le Premier ministre sortant, Choguel Kokala Maïga, et son successeur général de division Abdoulaye Maïga. Ensuite, s'en est suivi la signature des documents de passation. Un moment empreint de respect et de cordialité. Le film de la passation avec Nyanya Alou Traoré et Tchedia Kamara. Une journée de vendredi en apparence bien ordinaire en ce 22 novembre 2024 avec ce beau soleil bamakois qui illumine les toits de la cité administrative côté primature. Une certaine sérénité baigne sur la place pour accueillir son nouveau locataire et il est bien au rendez-vous de la passation de service prévue à 10 heures. Entre les 2 hommes, le contact est simple et cordial. Quant à la cérémonie de passation, elle est tout aussi brève. Et voilà, la main passée. Merci infiniment, merci beaucoup. Quelques mots de l'ancien accompagnent le moment. Le Mali, l'AES, l'Afrique, le monde entier nous regarde. Je vous souhaite bonne chance. Merci infiniment. Pas de temps à perdre donc pour le Premier ministre, chef du gouvernement et aussi ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation.
Le travail est colossal et les défis multiformes. Il en a conscience et se met déjà à la tâche, qui pour lui est une certaine continuité. C'est avec un sourire bienveillant et un au revoir courtois qu'il libère la presse, présente à ses côtés pour raconter sa toute première journée de prise de fonction à la primature. Et nous poursuivons notre série de présentations des nouveaux membres du gouvernement ce soir. D'abord avec Oumou Salsek qui occupe le poste de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille est dirigé par Diarra Djeneba Sanogo, deux dames, un dénominateur commun, détermination et engagement face aux défis. Awa Ditma Kamara est allé à leur rencontre. Deux ministres, Oumou Salsek et Diarra Djeneba Sanogo, deux Amazones dévouées pour la cause du Mali. Elles font partie de l'équipe du général de division Abdoulaye Maïga depuis ce 21 novembre 2024. Oumou Salsek occupe le poste de ministre de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. La native de Goundam est connue et reconnue pour son courage, sa détermination et son engagement envers sa communauté et le Mali en tant que maire de la commune urbaine de Goundam en 2004. Elle a consacré sa carrière à la reconstruction de son pays, un combat qu'elle a mené pendant l'occupation des 2/3 du territoire national en tant que membre du mouvement Trait d'Union et en tant qu'experte auprès du haut représentant du président de la République pour le dialogue intermalien. Oumou Salsek fut vice-présidente de l'Association des femmes conseillères municipales du Mali de 2012 à 2013. Le couronnement de son combat a été sa nomination en 2018 en qualité d'ambassadeur du Mali en Allemagne. Diplomate, politique, Oumou Salsek est auréolée de plusieurs distinctions honorifiques, des distinctions qui sont le fruit de sa combativité pour la défense des droits de l'homme. La ministre en charge de l'emploi compte parmi les distinctions le prix international des droits de l'homme Paul Lorizen et le trophée d'initiative du groupe Ernest. 2 ans plus tard, en 2010, elle se voit décerner le prix Women in Excellence par l'ambassade des États-Unis en tant que modèle de réussite et d'excellence féminine. Chevalier de l'Ordre national, Oumou Salsek est sociologue de formation. Le dossard numéro 19 du nouveau gouvernement devrait mettre son expérience et sa notoriété au service de la nation afin de lutter contre le taux de chômage et contribuer à l'employabilité des jeunes. Sa cadette, Diarra Djeneba Sanogo, qui hérite du portefeuille de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Au lendemain de sa nomination, elle nous reçoit en famille. Derrière ce beau sourire se cachent les qualités humaines et professionnelles d'une femme au parcours atypique avec près d'une vingtaine d'années d'expérience. Détentrice d'un Master 2 en gestion et suivi-évaluation des projets et en audit et contrôle de gestion, Diarra Djeneba Sanogo était consultante indépendante depuis 2016 jusqu'à sa nomination. Le monde des affaires et des ONG, elle s'y connaît parfaitement pour avoir élaboré des plans d'affaires, de diagnostic stratégique d'entreprise pour le compte du Bureau international du travail. La nouvelle locatrice du ministère en charge de la promotion de la femme n'est pas une novice dans le département qui lui a été confié, puisqu'elle a une expertise avérée sur les questions du genre. Elle a mené plusieurs projets dans ce domaine, dont l'étude sur l'état des lieux de l'approche Case de la paix dans les régions de Mopti, Gao, Tombouctou et Ménaka pour le compte de ONU Femmes. Diarra Djeneba Sanogo met en œuvre de nombreux projets dans les zones affectées par le conflit dans le cadre du programme Femmes, Paix et Sécurité. La native de Falabourou dans la région de Sikasso a aussi travaillé sur la conception du module Trajectoire pour l'émergence politique des femmes et des jeunes aux instances électives. Les deux ministres se disent déterminés à accomplir les missions confiées à elles par les autorités au plus haut niveau. Doumbia Mariam Tangara est la nouvelle ministre en charge de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable. L'ingénieur des eaux et forêts est un terrain connu pour avoir passé toute sa carrière à l'Agence de l'environnement et du développement durable. Bakari Traoré, lui, est désormais à la tête du ministère de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions.
Lui est universitaire et coordinateur de nombreuses réformes au sein de l'administration publique. Voyons leur parcours avec Famoussa Sidibé et Al-Husseini Touré. Nous arrivons dans la famille Traoré et nous sommes accueillis par le chef. Professeur d'enseignement supérieur, âgé de 66 ans, ce natif de Nkourala dans la région de Sikasso s'apprêtait avec son épouse et ses 5 enfants à entamer sa vie de jeune retraité, embrassé il y a quelques mois seulement. Avant que son téléphone ne sonne pour lui demander de prendre la tête du ministère de la Refondation, s'est chargé des relations avec les institutions. L'universitaire a aussi un projet d'écriture qui devra attendre. Bakary Traoré est détenteur d'un DEA en droit public international qu'il obtient en Tunisie, un doctorat en droit public obtenu à l'Institut de pédagogie universitaire de Bamako. Sur le plan professionnel, M. Traoré s'est dédié depuis plus d'une dizaine d'années à un vaste programme de reformatage administratif au département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Un chantier qui lui permet d'occuper successivement les fonctions de directeur adjoint avant d'être confirmé directeur national de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de 2012 à 2017. Avant cette série, c'était un poste quasi permanent de conseiller technique qu'il occupait depuis 2003 au même département. Désormais dans le bain des affaires en haut lieu, le médaillé de la nation est conscient de l'immensité et des enjeux de la mission qui vient de lui être confiée. La mission d'appui à la refondation qui soutient les orientations du département de la refondation attend donc avec impatience sa nouvelle feuille de route qui poursuivra le chantier du renouveau de l'État et des réformes globales. Au moment de sa nomination comme membre du gouvernement, la climatologue Mariam Tangara est à Bakou en Azerbaïdjan où elle participe activement aux négociations sur le climat au sein de la délégation malienne à ce forum planétaire. La nouvelle ministre est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en environnement, gestion des zones humides et développement durable obtenu à l'Institut supérieur de formation et de recherche appliquée ISFRA de Bamako en 2013. En 2016, Mme Doumbia obtient un certificat de l'Institut suédois de météorologie et d'hydrologie à Norrköping en Suède. Auparavant, elle décrocha une maîtrise en sociologie à la faculté des lettres, arts et sciences humaines, Flash. C'était en 2000. Elle a participé à plusieurs séminaires et forums, notamment au Mali, en Chine et en Turquie. Au plan professionnel, la native de Mopti passa toute sa carrière au sein de l'Agence pour l'environnement et le développement durable, où elle occupe actuellement le poste de spécialiste en neutralité des terres dégradées et changement climatique du projet sécurité climatique et gestion des ressources naturelles dans les régions du centre du Mali pour la consolidation de la paix, et cela depuis une année. Auparavant, elle a occupé les postes de chargé de communication, chargé des accords multilatéraux sur l'environnement, chef de section éducation à l'environnement, chef de section suivi des mécanismes de financement climatique, entre autres. Doumbia Mariam Tangara a été associée à plusieurs projets et programmes comme expert et à ce titre, elle a parcouru tout le pays. Mère de 4 enfants, elle parle le français, l'anglais, le bambara, le peul et le soraï. Elle jouit d'une bonne maîtrise de l'outil informatique. Comme loisir, elle aime la lecture, le sport et les voyages. Un mot de politique. À Kati, le parti Djekabara soutient les actions des autorités de la transition. C'est à travers un meeting, un rassemblement au cours duquel responsables et militants appellent à un Mali sécurisé et plus stable. Youssouf Diakité, Yacouba Kone. Cette cérémonie à l'allure d'un meeting est une initiative du parti Djekabara pour soutenir les actions entreprises par les autorités de la transition. Soucieux de la préservation du Mali, du climat social et politique, le parti Djekabara réaffirme son soutien sans faille aux autorités de la transition pour la conduite des affaires publiques et pour la préservation des acquis de la transition et pour l'avènement d'un Mali nouveau, le Mali croix. Aussi, le parti Djekabara félicite et salue la nomination du général de division Abdoulaye Mega au poste du Premier ministre, chef du gouvernement, et ne ménagera aucun effort pour l'accompagner dans cette nouvelle mission. Nous félicitons aussi la nouvelle équipe gouvernementale mise en place par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Mega. Les différents intervenants tour à tour saisissent l'opportunité pour saluer et encourager les initiatives de la transition, toutes allant dans le sens de la stabilisation du pays.
Bientôt, le roaming sera gratuit dans l'espace AES. Un mémorandum d'entente sur le free roaming est signé au Niger par les directeurs des autorités de régulation des pays membres de l'AES. Cela va offrir notamment aux populations des services inclusifs en matière de communication sans surtaxe. Nos envoyés spéciaux à Niamey sont Abibatou Dit-Koya Diakité, Adama Kamara. Ce 25e anniversaire de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP Niger, est placé sous le signe de l'intégration numérique régionale dans l'espace AES. Les directeurs des autorités de régulation des 3 pays de l'espace signent un mémorandum d'entente sur le free roaming, un cadeau de nouvel an pour les usagers des télécoms des 3 pays de l'espace AES qui sera lancé à partir du 31 décembre 2024. Il s'agira de permettre aux populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger de passer des appels en itinérance dans l'espace sans taxe supplémentaire. Cet accord, qui engage nos pays à lever les barrières techniques et tarifaires à la mobilité numérique transfrontalière, est le fruit de la vision commune et la détermination de nos dirigeants à bâtir un espace de communication sans frontières. En permettant aux citoyens, aux organisations et aux entreprises de circuler et de communiquer librement au sein de nos pays, c'est-à-dire sans coût additionnel de roaming, nous posons les jalons d'une connectivité plus inclusive, autorisant un espace territorial, social et économique plus intégré. La trajectoire audacieuse des peuples à travers leur histoire est parfois teintée de détermination, souvent de conviction, mais toujours de leadership pleinement assumé. Cette initiative historique correspond à la volonté commune de nos 3 chefs d'État, marquant ainsi une étape décisive vers une intégration numérique renforcée entre nos nations. Le ministre en charge de l'économie numérique du Niger, présent à cet événement, dira que le gouvernement nigérien soutient pleinement la matérialisation de la déclaration sur le free roaming au sein de l'espace. Aujourd'hui, dans un monde où les cybermenaces et les attaques sur les infrastructures numériques se multiplient, la gestion souveraine de nos infrastructures critiques revêt une dimension encore plus stratégique. Il est donc impératif de maintenir une régulation rigoureuse et indépendante tout en adoptant des réformes qui favorisent l'innovation et le développement technologique. 2 panels ont été animés au cours de cette matinée, agrémentés par des prestations d'artistes, musiciens et comédiens. 3 salles du siège de l'ARCEP ont été baptisées en l'honneur de quelques pionniers et figures emblématiques dont le travail et le dévouement ont été essentiels à la réussite de l'ARCEP. Traoré Safiatou Konaté, ambassadeur du Mali en République de Cuba, a présenté ses lettres de créance à Miguel Diaz-Canel Bermudez, président de la République de Cuba. Occasion pour la diplomate malienne de transmettre au président cubain les salutations du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Elle s'est félicitée de l'excellence des relations historiques de coopération entre les 2 pays, tout en rappelant le succès du partenariat en matière de formation et de renforcement des capacités des cadres maliens de la brigade médicale cubaine et de l'opération Milagro au Mali, réaffirmant sa gratitude aux autorités maliennes pour le soutien constant en faveur de la levée du blocus contre Cuba. Le président cubain a renouvelé l'intérêt de son pays à renforcer davantage ses relations d'amitié et de coopération bilatérale dans un esprit de solidarité et de respect des intérêts réciproques. Dans l'actualité également, le Conseil national du patronat et la BCEAO qui s'entendent sur des modalités d'effectivité de certaines opérations comme cela se fait au niveau de toutes les banques. C'est à partir du mois prochain qu'on va procéder à des tests en environnement de production et dans ce cadre, chaque établissement va sélectionner un certain nombre de clients et les inviter à effectuer des virements, des transferts pour pouvoir tester cela et voir les anomalies éventuelles. Les opérateurs d'Orange Money et de Move Money accueillent la nouvelle avec soulagement. Cela nous facilitera énormément la tâche. On attendait cela avec beaucoup d'impatience. Énormément de personnes sont clients des 2 opérateurs, donc c'est un soulagement. Des clients m'appellent pour me demander des services de retrait et transfert simultanés. Avec ce que la BCEAO promet, chaque utilisateur pourra de lui-même faire cette opération. Cette nouvelle tant attendue par les usagers fait partie des points à l'étude entre la Banque centrale et le patronat malien.
nous les encourageons à aller très vite parce qu'aujourd'hui, nous perdons énormément de temps pour transférer de l'argent. Donc si on nous propose que dans quelques mois, nous aurons un transfert instantané, nous ne pouvons qu'applaudir des deux mains et pour gagner du temps parce que comme vous le savez, le plus important pour les chefs d'entreprise, c'est le temps. Interrogé sur les deux aspects fondamentaux de cette interopérabilité, à savoir le coût pour les usagers et l'impact au niveau de la concurrence, la BCEAO dit s'inscrire dans un élan de service public en rendant les opérations presque gratuites. La Banque centrale générera une application appelée PI qui permettra aux utilisateurs que vous êtes d'opérer 30 transactions gratuitement avant d'être facturés selon ces termes aux francs symboliques. Ils disent que c'est déjà gratuit, c'est pour vraiment renforcer leur inclusion financière. Donc c'est une très bonne chose que nous encourageons, que les particuliers ne puissent pas payer dans un premier temps. Donc c'est quelque chose à encourager. Concernant le dernier volet du débat, il porte sur les conséquences d'un chèque sans provision pour l'émetteur. Il devra régler le montant dans un délai de 30 jours au risque de se voir déclaré interdit bancaire dans l'ensemble de la zone UEMOA. Comité de pilotage du programme pays 2020-2024 du PNUD sur la table des participants, entre autres, la revue de l'état de mise en œuvre des recommandations, l'extension du programme pays et la priorisation des actions en 2025. Fademba Keita pour les détails. La gestion globale et le suivi du cycle de programmation du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, sont les fonctions essentielles du comité de pilotage du programme pays. Lors de l'analyse et échange sur les 7 points à l'ordre du jour, ils vont évaluer les acquis et répertorier les pistes de leur consolidation, identifier et traiter les problèmes opérationnels liés à la mise en œuvre des programmes et projets. Au moment de la présentation et de l'examen de l'état de mise en œuvre du programme pays, les participants vont jeter un regard sur la revue de la performance programmatique selon les cadres des résultats. Le présent comité de pilotage permettra de faire la revue de la mise en œuvre du cadre de coopération du PNUD pour la période 2020-2024, d'en analyser les performances et de réfléchir ensemble sur les priorités nationales qui devraient être accompagnées au cours de l'année d'extension qui est l'année 2025. Ce comité est d'une importance stratégique dans la mesure où il se tient à un moment où nous devrons, sous le leadership du gouvernement du Mali, faire le point de nos résultats et envisager l'avenir ensemble. Avant l'analyse des recommandations et points d'action, ils plancheront sur l'optimisation de la mise en œuvre nationale et sur une éventuelle extension du programme et priorisation des actions en 2025. Les défis de développement durable du Mali restent sans nul doute importants dans des domaines de la sécurité, de la paix, de la réconciliation et de la cohésion nationale. Autant de défis pour lesquels je voudrais appeler le concours de tous les partenaires du Mali et bien entendu avec l'appui du gouvernement pour prêter main forte en vue d'atteindre, en tout cas de résoudre ces défis. Le comité de pilotage du programme pays 2020-2024 du PNUD commence par les réalisations faites dans le cadre du programme de stabilisation et de la paix, notamment par des projections sur le projet film télé, santé et protection sociale, les réalisations menées afin de faciliter la stabilisation dans la région de Bandiagara, et rénovation du musée de Bandiagara, du lycée public, et réhabilitation de certains blocs du centre de santé, des voies de la ville, du marché de Gundaga, entre autres. Des matériels médicaux à certaines maternités appartenant au réseau SONU et à certaines écoles de l'Institut de formation en sciences de la santé, un don de l'UNFPA d'une valeur d'environ 387 millions de francs CFA. Objectif, renforcer les capacités opérationnelles des structures bénéficiaires. Sokona Kamisoko. Ce sont les directions régionales de la santé de Sikasso, Bougouni, Koutiala, Ségou, Mopti et du district de Bamako qui bénéficient de ces matériels d'accouchement, des matériels destinés à 53 maternités du réseau SONU et à 5 écoles de l'Institut de formation en sciences de la santé. À travers le financement de ce projet, le Luxembourg souhaite accompagner le Mali et faire en sorte qu'un nombre croissant de filles et de femmes maliennes puissent bénéficier de soins sûrs et efficaces effectués par des sages-femmes bien formées. Les équipements remis ce jour ont une valeur de près de 400 millions de francs CFA. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer ces partenariats fructueux entre
le Grand-Duché de Luxembourg et UNFPA, dont je salue l'engagement constant dans la promotion de la santé et du bien-être des femmes et des filles. L'acquisition de ces matériels permettra à coup sûr de renforcer les capacités opérationnelles des structures qui en bénéficient. En matière de santé de l'enfant, de la mère et des adolescents, les indicateurs de performance, bien qu'en progression, restent alarmants avec une nette disparité entre le milieu urbain et le milieu rural, mais aussi entre les âges. La mortalité maternelle est de 325 pour 100 000 naissances vivantes. L'indice synthétique de fécondité de 6 enfants renferme une forte disparité entre le milieu rural, 6,4%, et le milieu urbain, 5%, mais aussi entre les âges. Dans le but d'apporter une réponse aux faiblesses énoncées ci-dessus, l'UNFPA et le ministère en charge de la Santé, avec un mandat centré sur la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, a soumis à l'ambassade du Grand-Duché au Mali ce projet innovant. Le don en question s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un projet dénommé « Autonomisation des femmes dans la santé, investir dans les sages-femmes, assurer les droits des femmes et des adolescents au service de santé maternelle et néonatale ». Capitalisation de bonnes pratiques en finance verte. La rencontre vise à partager les meilleures pratiques et stratégies de financement pour les activités de résilience climatique au Mali. Nous retrouvons Sokona Kamisoko pour les explications. S'il y a un défi qui compte relever les systèmes financiers décentralisés au Mali, c'est bien celui de l'acquisition du financement des activités des producteurs ruraux les plus démunis. Et cela à travers des activités de transformation durable des filières agricoles et l'adaptation au changement climatique. Cet atelier de capitalisation de bonnes pratiques en finance verte est une opportunité pouvant servir de levier et de piste de solutions pour les SFD, d'intensifier les produits des activités vertes susceptibles d'être financés dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. La rencontre de 3 jours regroupe une trentaine de participants. Elle constitue une étape décisive de la mise en œuvre du projet de financement inclusif des filières agricoles au Mali, un projet du ministère de l'Industrie et du Commerce. On a des catastrophes naturelles, qu'il s'agisse des inondations comme on l'a connu cette année, qu'il s'agisse des feux de brousse comme on l'a connu dans d'autres circonstances. Toutes ces catastrophes naturelles vont impacter forcément l'économie et, in fine, vont nous amener à avoir une approche nouvelle en matière de financement de l'économie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, toutes les questions liées à la protection de l'environnement, à la transition écologique, à la transition climatique doivent être au cœur du financement d'une agriculture durable, d'une économie durable, de l'industrie durable, du commerce durable. La session constitue un coup de pouce aux petits agriculteurs ruraux dans la recherche de solutions aux effets du changement climatique. 17e session du conseil d'administration du bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles. Les administrateurs examinent une dizaine de documents, dont le contrat annuel de performance. Ils planchent aussi sur le projet de budget 2025. Fademba Keïta. Les administrateurs présents à la 17e session du conseil d'administration du bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles BMRN préparent la phase de relance 2 2023-2025 élaborée et introduite à la présidence pour la signature et son décret d'approbation. Les documents soumis à leur appréciation doivent relancer le secteur industriel du Mali à travers l'amélioration de ses performances. La présente session du conseil d'administration nous permettra de nous pencher sur l'analyse et l'approbation de différentes initiatives en cours et de projets à venir. Elle a donc à son ordre du jour l'état de mise en œuvre des recommandations de la 16e session, le rapport d'activité 2023, le programme d'activité 2025, le projet de budget 2025 et PAP 2025 et du RAP 2024. Relever les défis de renforcement des capacités des entreprises, c'est l'objectif de cette session axée surtout
sur la mise en œuvre de la phase de relance 2 2023-2025. Dans 4 régions du Mali, Kaï, Sikasso, Koulikoro, Ségou et Bamako, on a sensibilisé à peu près 200 entreprises, dont 88 dans la filière bétail-viande, où on a prédiagnostiqué 20 entreprises. Cette phase vise à relancer le secteur industriel du Mali à travers l'amélioration de ses performances et une contribution plus élevée à la croissance économique, aux exportations, à l'investissement et à l'emploi. Le bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles BNMN est un établissement public qui a pour mission de promouvoir la compétitivité des entreprises engagées à maintenir leurs avantages comparatifs, à développer de nouveaux pôles de compétences et à asseoir des stratégies gagnantes pour la maîtrise des marchés locaux. Et cette action sociale avec la nouvelle société de cimenterie qui vient de remettre des kits scolaires à l'école primaire de Diagou. Les détails avec Aliou Abdoulaye Touré. La remise de ces kits scolaires par la nouvelle cimenterie Simali témoigne à suffisance de l'engagement de la société envers l'éducation des enfants pour un avenir radieux. Cet acte tangible que vous venez de poser en offrant des kits à nos élèves vient à point nommé. L'avenir d'un pays, c'est les enfants. Et l'avenir des enfants, c'est l'éducation. C'est comme pour dire que l'avenir d'un pays, c'est l'éducation. À travers cette remise de kits scolaires, nous affirmons notre engagement à soutenir les initiatives locales. L'éducation est une priorité pour Simali, car elle est l'un des piliers du développement. Nous croyons fermement qu'un investissement dans l'éducation est un investissement dans l'avenir, dans la paix et dans la stabilité. Tous les intervenants ont tour à tour exprimé leur reconnaissance à la société de cimenterie Simali pour ce geste profondément humain. Et dans le cercle de Massina, la Fondation Educo et l'UNICEF appuient les acteurs de l'éducation pour une année scolaire effective et efficace. Ils viennent de leur remettre 7000 kits scolaires et 140 kits pédagogiques. Fousseni Samaki, Karamoko Traoré. Cette remise de kits de la Fondation Educo Mali et UNICEF en faveur des écoles partenaires vise à réussir une rentrée scolaire effective et efficace 2024-2025. Ainsi, 7000 kits scolaires et 140 kits pédagogiques permettront aux élèves et aux enseignants d'améliorer les conditions d'apprentissage. La valeur de cette donation est d'environ 40 millions de francs CFA. Les kits scolaires sont composés de sacs à dos, de cahiers, de stylos, ardoises, gommes, craie blanche et craie couleur, boîte à chiffon, les livres et les lectures et des matériels géométriques. Ces kits scolaires sont bien plus que des fournitures. Ils représentent notre engagement envers votre avenir et notre confiance en votre potentiel. À travers les fonds CERF, Educo et ses partenaires viennent en appui à la politique nationale de l'éducation au Mali qui vise l'accès, la qualité et l'équité de l'éducation pour tous. Nous saluons hautement cette donation qui est pour nous plus qu'un simple don de matériel. Elle représente une aide précieuse qui contribuera à booster leurs études et à donner la chance à tous les enfants. Les enfants viennent d'être équipés en tout le matériel scolaire, donc ils ont besoin d'un suivi parental et d'un suivi des professeurs, des enseignants, pour que ce matériel puisse être utilisé à bon escient. Ces kits sont destinés à 35 écoles des régions de Ségou et de San à travers le projet fourniture d'accès à une éducation inclusive de qualité aux filles et aux garçons affectés par la crise dans les régions de Ségou et San. En troisième région, la police de proximité, la criminalité transnationale et le terrorisme sont entre autres sujets au centre d'une séance de sensibilisation, une initiative du gouvernorat de Sikasso. La campagne cible essentiellement les femmes et les jeunes. Moustapha Doumbouya, Souleymane Bamba. C'est une sensibilisation dans le cadre de la campagne de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Elle est initiée par Amata, Alliance Malitanien. Suite aux manœuvres actuelles d'infiltration et d'endoctrinement des populations, une réflexion a été engagée par l'Alliance Malitanien pour adapter une stratégie qui vise à mettre les jeunes et les femmes au cœur de la lutte contre le terrorisme.
La rencontre se déroule en des exposés sur les thèmes police de proximité, la population au cœur de la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et le terrorisme, des thèmes développés par les conseillers du gouverneur en charge des questions de sécurité, la chef de l'exécutif régional, de rappeler le rôle important des femmes et des jeunes dans la lutte contre le terrorisme. Les jeunes, souvent ciblés par les recrutements des groupes criminels, doivent être protégés, mais aussi responsabilisés. Quant aux femmes, elles sont les piliers de nos familles, de nos communautés, capables de prévenir les dérives extrémistes par leur influence au sein des foyers et de la société. Selon la gouverneure, la lutte contre le terrorisme nécessite l'engagement et l'union des Maliens. La 9e édition du festival Vivre Ensemble se tiendra du 19 au 22 décembre prochain à Tombouctou. Annonce faite au cours d'une conférence de pré-lancement ici à Bamako. Ibrahim Kaoukonate et Djelima Kandjawate pour les détails. Promouvoir la paix, le vivre ensemble, tel est l'objectif recherché par ce festival international dénommé le Festival Vivre Ensemble, dont la 9e édition se tiendra du 19 au 22 décembre prochain à Tombouctou. Tombouctou, cette ville légendaire, a toujours été un carrefour de culture et de civilisation. Les thèmes de cette année, jeunesse et engagement citoyen, reflètent notre engagement envers la jeunesse malienne. Inscrit désormais dans l'agenda culturel du Mali, le festival Vivre Ensemble permet de créer un rapprochement entre les communautés autour des activités culturelles et de la paix. La cité des transports transnationaux nous dit que le Mali peut vivre durablement du tourisme, d'artisanat, de savoir et de savoir-faire, dont regorgent nos villes et campagnes en général et Tombouctou en particulier. Depuis des années, de nombreux partenaires accompagnent ce festival pour le bien-être de la population. Cet accompagnement est également motivé par l'intérêt que l'UNESCO accorde au riche patrimoine culturel de la ville des 333 saints. Nous croyons fermement que la culture joue un rôle primordial dans la promotion de la paix, la cohésion sociale et le progrès. Le festival Vivre Ensemble est une volonté de notre peuple. La paix, la quiétude, le vivre ensemble, l'unité nationale. Du 19 au 22 décembre prochain à Tombouctou, plusieurs activités seront menées. Des conférences, débats, des ateliers de formation sur la peinture, des remises de trophées et d'attestations aux meilleures architectures et mosquées en terre battue, ainsi que de la musique. Fin à Oussoubi-Diagna du festival Khasso Kumbemba. Le festival a permis d'échanger sur le thème paix et cohésion sociale ainsi que sur des sujets en lien avec le développement économique du cercle. L'événement est organisé par l'association des jeunes du cercle de Oussoubi-Diagna. Envoyé spéciaux Daouda Kone, Gaussou Touré. Du 9 au 13 novembre 2024, la ville de Oussoubi-Diagna dans la région de Kaï a vibré au rythme des sonorités musicales dignes de la première édition du festival Khasso Kumbemba qui a tenu toutes ses promesses. Initié par l'association des jeunes du cercle de Oussoubi-Diagna en partenariat avec Dialokunda International, ce festival a pour objectif de renforcer le vivre ensemble et de promouvoir la cohésion sociale au sein des communautés vivant dans l'aire géographique de Tomora, d'où le thème paix et cohésion sociale. On ne s'attendait pas du tout à tout ce monde. On ne s'attendait pas que ça soit aussi extraordinaire. On s'attendait à quelque chose de bien, mais pas comme ça en fait. Cette première édition du festival Khasso Kumbemba a reçu un écho favorable des autorités administratives, politiques et de plusieurs personnes de bonne volonté. S'il s'agit de paix, s'il s'agit de cohésion sociale, s'il s'agit d'entente, je serai toujours derrière eux. C'est un espace qui nous a permis de se donner la main, de se pardonner. Et c'est un espace qui nous a permis de regarder dans la même direction pour le développement du cercle et son rayonnement. Cette cérémonie de clôture du festival Khasso Kumbemba, première édition, a pris fin par une série de remises. D'abord,
les attestations aux personnes qui ont accompagné la commission d'organisation pour la tenue du festival, ensuite des kits scolaires et sportifs à la jeunesse du cercle de Oussoubi-Diagna. La 21e rencontre nationale gouvernement-secteur privé a ouvert ses portes ce matin à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Une rencontre placée sous le thème « La contribution des investisseurs nationaux dans les initiatives endogènes de développement et de la consolidation de la souveraineté économique du Burkina Faso ». Bétébié Naon et Kaoudou Romanki. 21e rencontre nationale gouvernement-secteur privé, 21e opportunité d'échange et de proposition de solutions pour la souveraineté économique du Burkina Faso. Cette année, ce cadre de concertation mûrit la réflexion sur la contribution des investisseurs nationaux dans les initiatives endogènes de développement et de la consolidation de la souveraineté économique du Burkina Faso. Pour ce faire, l'apport du secteur privé est nécessaire. Notre économie a montré une résilience significative qui s'établirait à 5,5% en 2024, après 3,6% en 2023, avec des perspectives de croissance pour 2025 à 6%. Ce rendez-vous entre gouvernement et secteur privé se veut un cadre de mutualisation des expertises, l'objectif étant d'asseoir un environnement propice à la croissance économique et à l'innovation. Je tiens à rassurer le monde des affaires que le gouvernement, dans sa quête de consolidation de la souveraineté réelle du Burkina Faso, a pris la pleine mesure des nombreux défis à relever pour accompagner la transformation structurelle de l'économie burkinabé. Des communications en lien avec le thème de cette 21e édition, l'état de mise en œuvre des recommandations de la rencontre dernière et une visite des stands sont les activités au menu de cette journée. Suite à la nomination du Premier ministre et la composition du gouvernement, nous avons reçu plusieurs communiqués émanant des partis politiques, mouvements et associations. La Convention pour l'émergence du Mali, le mouvement patriotique pour l'alternance, le réseau des jeunes des partis politiques du Mali, l'Alliance démocratique pour la paix, ADP, Maliba, le mouvement patriotique pour la solidarité nationale, la coordination des associations et ONG féminines du Mali, Irganda, le parti Lumière du Peuple, le mouvement international de soutien du Mali pour la réussite de la transition, Fusi Mali, la synergie pour un Mali debout et prospère, l'association police de proximité, coordination nationale, la coordination de la communauté Peul de la région de Gao, le M5 RFP États-Unis, l'association Ankabin Mayala, le collectif intégrateur des Zimou Chak et alliés de Tombouctou et la plateforme des femmes leaders du Mali, le parti malien du travail et de la refondation. Tous saluent la nomination du général de division Abdoulaye Maïga et la composition du gouvernement. Ils invitent les Maliens à accompagner l'équipe gouvernementale afin de relever les défis pour la paix, la cohésion sociale et la stabilité du Mali. Et puis, dans un autre communiqué déposé à notre rédaction, le secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille informe l'opinion nationale et des partenaires techniques et financiers du département que la cérémonie de lancement de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles initialement prévue le lundi 25 novembre 2024 au CICB est reportée à une date ultérieure. La prochaine date fera l'objet d'un autre communiqué. Une note de tristesse avant de boucler cette édition à Kita. Mohamedou Tunkara Dido, ancien député, s'en est allé à l'âge de 72 ans.
L'illustre disparu est accompagné en sa dernière demeure par sa famille et ses anciens compagnons. Mahamadi Alioubari, reportage. Né en 1952 à Tumundala Kita, Mahamadou Tounkara Dido était un dirigeant politique connu pour le rassemblement et son amour pour son Kita natal. Ce grand homme a fait 2 mandats à la tête de la mairie de Sibikili aux premières heures du multipartisme, puis 2 mandats de député au compte de la circonscription électorale de Kita. Honorable Do pour les intimes fut également 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Ses parents et collaborateurs retiennent de lui un patriote convaincu. Un véritable conseiller, un rassembleur. Et il est toujours à l'écoute des autres. Quand on tient compte de toutes ses qualités et ses responsabilités, alors réellement nous retenons de lui qu'il a été un grand homme, il est très honnête, il est courageux, il est très engagé et pour la cause alors, de la nation, sinon de la patrie. Do a œuvré pour la paix, l'entente entre les hommes. C'est un grand baobab qui s'en est allé pour la région de Kita. Dors en paix, grand frère. Parents, amis collaborateurs et d'une foule nombreuse, inconsolable, ont rendu un hommage mérité à l'illustre disparu. On a perdu un homme valeureux aujourd'hui que Kita ressentira toujours. Nous prions le grand Dieu pour que son âme repose en paix. Mamadou Do fut un grand homme au niveau de la région de Kita. Il fut député, maire, précédemment chef de village de Tumundala. Un grand homme, un homme rassembleur. Au nom de monsieur le gouverneur de la région de Kita, nous présentons nos condoléances. Honorable Mahamadou Tounkara Dido, décédé à l'âge de 72 ans, repose désormais au cimetière de Tumundala et laisse derrière lui 3 veuves et 10 enfants inconsolables. Dors en paix, c'est ce qui me fait ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon moment de télévision à notre compagnie. Bonsoir.